commencer justement la conférence. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Alors, tout d'abord au e-salon CSF, qui est la première monture, première fois que le CSF organise un e-salon complètement dématérialisé, ce qui vous a permis de vous inscrire aujourd'hui à cette conférence, qui est la conférence, donc, découvrir toutes les clés pour réussir son investissement locatif. Nous avons la chance d'avoir avec nous un grand nombre de partenaires présents au e-salon. Et là, tout de suite, pour cette conférence, nous avons Cautioneo avec nous, avec Julien, et nous avons également Aurélie avec Amaris Imo. Donc, l'objectif de cette conférence est de voir un petit peu quels sont les… Alors, excusez-moi, je vais juste vous demander de bien couper tous vos micros. Comme ça, ce sera très audible pour tout le monde et beaucoup plus confortable. Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est comment définir son projet immobilier, quel choix faire en matière de structure, en matière de fiscalité. On va également découvrir ensemble comment découvrir sa capacité d'emprunt, comment trouver un logement, également comment le financer, et puis sécuriser son projet pour que son investissement reste le plus rentable possible. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse présenter un petit peu les différentes structures auxquelles on appartient avec Julien et Aurélie pour vous donner un peu plus de visibilité. Donc, le crédit social des fonctionnaires, vous connaissez déjà un petit peu. On est très implanté dans vos administrations publiques. On a été créé par des fonctionnaires et pour des fonctionnaires. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre ADN a tout son sens. Il permet de vous accompagner sur différentes thématiques, notamment sur l'accompagnement et le financement de l'ensemble de vos projets, que ce soit des projets immobiliers, mais également des projets personnels, des projets des prêts travaux, par exemple. On peut aussi vous accompagner sur l'assurance des emprunteurs qui viennent s'adosser aux différents emprunts que vous pouvez faire. La particularité, c'est que cette assurance emprunteur est parfaitement couvrante. Donc, par exemple, pour les professions à risque, ce qui arrive parfois dans la fonction publique, elles sont en général très adaptées. On a aussi le regroupement de crédits qui permet d'alléger vos mensualités si vous avez plusieurs crédits en cours et qui peut parfois vous permettre de réaliser des projets ou simplement de dégager un pouvoir d'achat quand il est possible d'en mettre un en place. On propose également, par le biais de notre CSF Patrimoine, c'est un conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes du coup reçu par cette équipe-là, qui vous propose, si vous le souhaitez, de vous accompagner sur des placements financiers, mais également sur les préparations à la retraite. Et vous pouvez également rechercher avec eux des biens immobiliers dans le neuf, en matière d'investissement locatif notamment. Donc, comme c'est le sujet d'aujourd'hui, je me permets de rebondir là-dessus. Voilà un peu l'activité du Crédit social des fonctionnaires. Je dirais que la particularité qu'on a par rapport à d'autres courtiers, c'est qu'on est une société de financement, finalement un peu entre la banque et le courtage. Et on propose du coup des offres, des prêts bonifiés qui sont parfois portés par votre administration publique. Donc, il est toujours intéressant quand vous faites un point avec nous de demander à quelles offres vous avez le droit. Et ça nous permet de les compléter avec les offres de l'État pour essayer justement de faire vivre vos projets. Voilà, assez parlé du CSF, je laisse la main du coup à Aurélie qui va vous présenter Amaris Imo. Bonjour et merci pour cette invitation. Rapidement, Amaris Imo, c'est un cabinet d'expertise comptable qui a vocation et qui est dédié aux investisseurs particuliers. Nous accompagnons plus de 35 000 clients qui sont présents dans le monde entier dès lors qu'ils ont investi sur le territoire français et nous les accompagnons sur leurs problématiques de déclaration de revenus locatifs à partir du on a investi dans l'immobilier, eh bien, on a des obligations déclaratives et notre objectif, c'est d'aider les propriétaires à choisir les bonnes formes d'acquisition entre le nom propre et la société, et puis ensuite de choisir la bonne option fiscale pour qu'ils payent le moins d'impôts possible. Voilà notre raison d'être. On a 1500 partenaires qui nous recommandent. Le groupe Amaris a été fondé en 2000 par Claude Robin, donc on capitalise sur 25 années d'expertise. Parfait, merci beaucoup Aurélie. En quelques mots, Julien, présentez-nous Cautioneo. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, ravi moi aussi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Cautioneo est une entreprise qu'on a créée donc, beaucoup plus récemment qu'Amarissimo, il y a 8 ans. On est des experts des assurances loyers impayés. On intervient à deux niveaux, donc côté locataire pour accompagner les locataires dans leur projet de location en devenant leur garant, et aussi côté propriétaire pour protéger les bailleurs donc, contre les loyers impayés. Donc on est en quelque sorte un tiers de confiance qui permet de réaliser un projet de location immobilière en confiance et en protégeant bien évidemment ses investissements locatifs.
Aujourd'hui, donc, on a accompagné historiquement plus de 70 000 locataires et propriétaires depuis la création de l'entreprise. Et il est important de savoir qu'on travaille donc énormément avec la fonction publique. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré le crédit social des fonctionnaires notamment. On accompagne certains ministères comme la justice, l'éducation nationale, l'armée, etc. On est aujourd'hui le garant numéro un des agents de la fonction publique. Merci beaucoup, Julien, pour ces explications. Alors voilà, on veut se lancer dans un projet d'investissement immobilier ou alors vous êtes aussi peut-être avec déjà des projets en cours d'investissement. Et la première question qu'on se pose, c'est au vu du marché actuel, du contexte qui est parfois un peu anxiogène et surtout très instable, est-ce qu'on peut faire un point sur ce marché déjà pour commencer et voir comment se positionner vis-à-vis de ça? Bah, le marché locatif actuel, il est très clairement assez complexe, pour pas dire qu'il peut faire peur. L'actualité récente en est une preuve si besoin. Ce qu'on peut constater, hein, c'est qu'on a depuis quelques mois une hausse des impayés. On a aussi, et c'est un point qui est assez nouveau et qui pose beaucoup de sujets, c'est une hausse des faux documents. Les améliorations technologiques ont facilité, on va dire, la réalisation des faux documents et j'allais dire de vrais faux documents. Donc ça devient aujourd'hui un vrai sujet de crainte pour les bailleurs. On a aussi le sujet des dégradations, avec par exemple aussi le squat, qui est un sujet qui ces derniers mois a pris pas mal d'ampleur et qui a même fait l'objet voilà, d'une loi. Euh, Aurélie pourra en parler et l'actualité fiscale est très importante. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir de la visibilité à moyen, long terme et peut-être même à court terme sur la fiscalité. Et puis, le monde locatif, en fait, est encadré de plus en plus par l'État. Et ces contraintes, en fait, elles viennent se superposer les unes aux autres et s'imposent finalement aux bailleurs avec, par exemple, l'encadrement des loyers, les DPE, et qui remettent en question parfois les investissements qui sont réalisés par les bailleurs. Et donc, tout ça pour dire qu'il est aujourd'hui très important de maîtriser ces sujets-là, de se poser les bonnes questions, de faire les bons choix. Et c'est tout ce qu'on va essayer de vous apporter. Alors, en tout cas, les clés de lecture les plus importantes pour vous permettre de réaliser votre investissement locatif en ayant connaissance des avantages et des inconvénients de chacune des options que vous pouvez prendre. Parfait, merci beaucoup Julien. C'est vrai on est tous friands de savoir comment nous pouvons nous positionner vis-à-vis de tout cela. Alors la première question, c'est quelle première pierre finalement on doit poser pour se lancer dans l'investissement locatif? J'entends par la structure juridique, financement. Comment est-ce qu'on peut faire justement le bon choix au vu de tout cela? Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est surtout des histoires d'objectifs. Effectivement, il est très tendance de vouloir constituer une société pour investir dans l'immobilier parce qu'on a tous tonton Jean-Paul, la cousine, le copain, le collègue de boulot qui, lui, a créé une société. Et comme il a créé une société, il fait cette promotion. C'est flatteur, c'est très flatteur de créer une société. C'est toujours mieux pour briller en soirée, de se dire qu'on a 4, 5 sociétés qui ont de l'immobilier. Mais attention, créer des sociétés pour détenir l'immobilier, ça doit avant tout répondre à un objectif. Si on ne répond pas à un objectif, on n'a aucun intérêt de constituer une société. Alors, je voudrais rebondir par rapport aux propos. C'est vrai que l'immobilier, eh bien, on est dans un contexte un peu compliqué aujourd'hui. Compliqué parce qu'on est dans une crise un peu particulière et surtout sur la partie locative où on a un marché aujourd'hui euh, qui, 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 qui est figé en fait. Les locataires ne partent pas. Enfin, donc tant mieux pour les propriétaires, mais on a une vraie difficulté et pas suffisamment de construction sur ces biens-là. Et lorsqu'on va vouloir donc investir, même si on est dans un contexte particulier, l'immobilier est le seul actif qui nous permet de se constituer un patrimoine grâce à l'argent des autres. Et en fait, c'est cet effet de levier qui est très important. Et dans l'effet de levier, eh bien, vous allez pouvoir vous constituer un patrimoine immobilier grâce à la participation du locataire et du banquier. Et quand vous allez vouloir faire cet investissement, eh bien, vous allez donc vous poser la question, est-ce que je dois investir seul ou en société? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la société,
elle doit vraiment répondre à un objectif. Et la première étape que vous devez vous poser avant de se dire nom propre aux sociétés, c'est quelle forme locative, qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur de ce bien immobilier. J'ai trouvé un bien immobilier. Alors déjà, la réflexion, elle doit venir une fois qu'on s'est positionné, on est sur un bien immobilier. Et c'est de se dire, sur ce bien, qu'est-ce que je souhaite faire? Est-ce que je souhaite faire une activité de location vide ou est-ce que je dois faire une activité de location meublée? Et déjà, à partir de cette première réflexion, eh bien, vous allez avoir déjà un début de réponse. Et ensuite, pardon, vous allez vous poser la question, avec qui je veux investir? Est-ce que c'est moi seule? Est-ce que c'est moi et mon époux, épouse ou mon partenaire de PACS? Ou est-ce que c'est avec un tiers en dehors de la famille? Quand on veut créer une société et qu'on investit à plusieurs, enfin, quand on veut investir dans l'immobilier et qu'on investit à plusieurs, parfois, le fait d'être en indivision, c'est-à-dire qu'on achète en personne physique, ça peut être des éléments de blocage. Typiquement, pour pouvoir vendre un bien, pour pouvoir prendre certaines décisions dans l'indivision, eh bien, parfois, on est contraint à des règles de majorité des 2 tiers ou alors d'unanimité pour faire des actes. Alors que dans une société, on peut créer des règles de gestion qui sont beaucoup plus simples. Ensuite, quand on veut investir dans l'immobilier, on a une problématique qui est liée à l'effort d'épargne, je crois qu'on en parle tout à l'heure. Et parfois, le fait de passer par une société avec certains partenaires bancaires, la lecture du dossier est un peu différente. Et donc, pour atteindre son objectif d'acquérir le bien immobilier, on est contraint parfois de passer par une structure. Et une société pour investir dans l'immobilier donc doit soit répondre à cette situation d'indivision pour éviter l'indivision si c'est un point important, pour mutualiser avec les revenus d'un autre foyer pour pouvoir accéder peut-être à un bien immobilier plus important ou tout simplement accéder à l'investissement locatif. C'est aussi peut-être un sujet pour anticiper la transmission de son patrimoine, mais ça va vraiment dépendre de l'âge des acquéreurs, parce que quand on a 35 à 35 ans, qu'on n'a pas encore constitué, par exemple, son patrimoine, peut-être que le sujet de la transmission est un peu prématuré. Ça peut être aussi pour accéder à un investissement type LELI. Donc ça, c'est un nouveau dispositif qui est apparu donc, cette année. Le dispositif LELI permet d'avoir un investissement immobilier avec un taux de TVA à 10%. Donc vous allez payer 10% moins cher, mais la contrepartie, eh bien, c'est d'avoir de faire cet investissement via une personne morale, donc via une SCI ou une SARL de famille. Donc là, on répond aussi à un objectif. Et enfin, la société, parfois, elle peut être nécessaire dans des sujets de fiscalité. Le gros avantage de la société, c'est qu'on va pouvoir choisir sa fiscalité et on a aussi peut-être un peu plus de stabilité. Je pense à quelqu'un qui déciderait d'investir via une société civile et qui déciderait de faire le choix fiscal de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de stabilité qu'en tant que personne physique. Donc voilà, ça, c'est les premières questions dans lesquelles vous devez toujours vous poser. Une fois que vous avez trouvé le bien, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est à ces réponses-là que vous devez répondre, ce qui va vous permettre déjà de définir un cheminement. Ensuite, on va se poser la question entre la location vide et la location meublée. La location meublée s'inscrit aujourd'hui énormément dans un parcours résidentiel. On a une très grosse demande sur la location meublée. Elle offre pour les propriétaires plus de garanties, c'est-à-dire 2 mois de dépôt de garantie. C'est un peu plus confortable et surtout, elle permet aux propriétaires davantage de flexibilité. Qu'est-ce qu'on entend par la flexibilité? C'est sur les baux d'habitation, si on est dans un raisonnement d'habitation, eh bien, c'est cette capacité de pouvoir récupérer son bien tous les ans, sous réserve évidemment d'avoir un motif qui le permette. Et si c'est un non-respect, par exemple, du cadre contractuel, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez des irrégularités de paiement qui sont répétées, des éléments, des troubles de voisinage qui sont constatés, mais réellement constatés, eh bien, en fait, vous allez pouvoir résilier et actionner la clause résolutoire, sous réserve, évidemment, que votre contrat soit bien conforme et ait prévu toutes ces conditions-ci.
Donc ça, c'est un gros avantage pour un propriétaire qui pourrait être un peu anxieux sur un investissement locatif de se dire, bien, en allant sur du meublé, je vais avoir cette possibilité-là. Et ça veut aussi dire que si je veux vendre, je pourrais donner congé à mon locataire tous les ans. Et on sait que quand on vend avec un locataire en place, on a une décote sur son loyer, alors que là, ça permettra d'accéder à un plus grand nombre. La particularité sur la location meublée, c'est qu'on est quand même sur un cycle locatif un peu plus rythmé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, un locataire va rester en moyenne 1 an et demi sur une location meublée quand il restera 3 ans et demi entre 3 et 4 ans sur une location vide. Donc, évidemment, sur ces données-là, eh bien, on a un turnover plus important et puis ça nécessite un engagement financier puisqu'il va falloir meubler. Même si la liste du mobilier pour faire du meublé est très light, on n'a pas besoin de télé, on n'a pas besoin de canapé, il y a un décret qui est publié qui nous donne les éléments, mais en tout cas, on a un petit engagement de départ qui peut être important. Concernant la location vide, c'est la forme la plus répandue. On a une demande extrêmement importante aujourd'hui puisque on manque cruellement de logements. Les inconvénients, c'est les engagements du bailleur. Là, vous vous engagez sur 3 ans et si vous avez un investissement qui est réalisé via une personne morale, donc une société civile qui ne serait pas une société familiale, vous vous engagez même 6 ans. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas résilier votre bail pour un motif légitime et sérieux avant l'échéance des 6 ans. Donc, ça peut être un petit point de blocage pour certains d'entre vous ou pas, évidemment, ça dépend des situations. Et vous avez seulement 1 mois de dépôt de garantie qui est demandé. Ensuite, concernant ces formes, une fois qu'on a répondu à comment je veux faire de la location, en plus j'ai parlé location meublée destinée à l'habitation, hein, il y a d'autres formes, location saisonnière, mais je pense que ce n'est pas l'objectif ici. Eh bien, on va se poser la question de la fiscalité. Sur la partie on a défini la forme locative, vide, meublé. On a défini l'acquisition non propre, société. Si on va sur de la fiscalité meublée, dans 99% des cas, je vous dirais qu'on n'a aucun intérêt de faire de la location, de faire cet investissement via une société. Pourquoi? Parce qu'en location meublée, eh bien, on bénéficie des avantages fiscaux de la société en étant en nom propre. Et là, je vous donne un petit comparatif. Sur un bien qui a une valeur de 340 000 €, pour lequel vous générez 12 000 € de loyer, donc on doit être à un rendement qui doit être à 3,5%, c'est plutôt un peu la tendance. Eh bien, si vous êtes propriétaire, alors là, j'ai fait une simulation sans prêt, sans travaux, c'est une maison, comme ça, on a très peu de charges, juste pour qu'on puisse comparer d'égal à égal. Eh bien, un propriétaire bailleur sur cette location, qui n'aurait qu'une taxe foncière et une PNO en charge. J'aurais pu mettre une assurance loyer impayé parce que quand on est sur des loyers comme celui-ci, en général, en tant que propriétaire, on va chercher quand même à sécuriser. D'ailleurs, c'est un de mes exemples précis et j'ai eu la chance de trouver les assurances Cautionnéo. J'en fais le lien. Quand j'ai sélectionné mon locataire, tu en parleras, Julien, tout à l'heure, mais je me suis sentie vraiment rassurée de pouvoir avoir cette garantie. Donc, pour un bien comme celui-ci, je crois que je payais une vingtaine d'euros par mois. Donc, on aurait pu rajouter ces charges. Mais en tout cas, sur mes revenus locatifs, je vais déduire uniquement ma taxe foncière, ma PNO, et je vais avoir une base taxable. Si je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30%, eh bien, ces montants vont être taxés avec des prélèvements sociaux de 17,2 et ça me coûte en imposition 5 100 € par an, soit 51 000 € d'impôt sur 10 ans. En basculant en location meublée, j'investis un pack mobilier à l'entrée. Il faut compter sans doute sur une maison comme celle-ci, on était autour des 5 6 000 €. Eh bien, ça me permet de ne pas payer d'impôt sur mes revenus locatifs. Comment? Tout simplement parce qu'en location meublée, on a les méthodes comptables de la société. Et du coup, je peux déduire mon achat immobilier
et donc avoir un amortissement qui se pratique. Et sur ce bien immobilier, l'amortissement était précisément de 12 240 euros. Donc, on voit que j'ai un loyer à 12 000, un amortissement à 12 240, mes frais réels de 1 190 qui s'appliquent, donc je n'ai pas de fiscalité sur mes revenus locatifs. Et ça va durer à peu près une vingtaine d'années. Donc, la fiscalité, évidemment, elle va rentrer en ligne de compte aussi dans vos objectifs, hein, évidemment. C'est quelle location je veux faire, quelle forme, et puis finalement, combien je vais payer d'impôts sur mes revenus locatifs, comment je peux optimiser cette partie-ci. C'est un peu la même chose pour la société civile. Quand on n'est pas en location meublée et qu'on décide de faire de la location vide, on peut se poser la même question. Dans cette société, dans ces cas-là, on change l'option fiscale, on bascule sur une option à l'impôt sur les sociétés. Et du coup, on a exactement la même règle, c'est que dans un cas, je paye mes 5 100 et dans l'autre cas, je n'en paye pas parce que j'ai cette méthode comptable qui me permet de déduire mon achat immobilier. Donc, une fiscalité plus douce, hein, évidemment, plus supportable. Particularité sur la société civile à l'impôt sur les sociétés, c'est le jour où je vais vendre mon bien, les amortissements que j'ai pratiqués vont être réintégrés dans le calcul de ma plus-value, alors comme en location meublée d'ailleurs, mais je ne profite pas d'abattement pour durée de détention. Et l'argent est encapsulé finalement dans ma société, donc pour le sortir, j'aurai une flat tax, sauf à ce que je laisse l'argent dedans et je réinvestis de nouveau. C'est une particularité qu'il faut aussi bien évidemment prendre en compte lors de son investissement. Mais le choix qui est souvent fait chez les investisseurs, c'est plutôt de privilégier la fiscalité pendant la période de détention, parce que la fiscalité à la revente, dans 5, dans 10 ou dans 15 ans, on n'en sait absolument rien. Voilà pour cette présentation fiscale, en tout cas les quelques clés qu'on peut vous donner si vous vous interrogez. Et ce qu'on propose systématiquement à nos clients et aux clients de nos partenaires, c'est de toujours profiter d'un rendez-vous personnalisé gratuit dès lors qu'on a soit un patrimoine immobilier qu'on veut optimiser, soit on est sur le point de faire une acquisition et qu'on se pose quelques questions. Ce rendez-vous a pour objectif de vous apporter cette vision un peu 360 entre l'activité et la fiscalité que vous pourriez avoir. Et on met le lien d'un QR code. Donc, si vous venez et si vous avez besoin d'un rendez-vous, en flashant le QR code, vous pouvez échanger avec l'un de nos 15 conseillers en fiscalité sur votre situation. Merci beaucoup Aurélie, c'était très clair. Je pense que maintenant on y voit déjà un peu plus clair sur les choix que l'on souhaite faire en fonction des objectifs de chacun, on l'aura bien compris. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à tout moment pour vous adosser sur un conseil avec Aurélie. Je laisse encore quelques instants son QR code, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez également les liens pour prendre rendez-vous directement avec Amaris. Alors, maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur la stratégie que vous souhaitez vous officier pour votre projet d'investissement locatif, alors, quand on voit clair, on peut du coup plus facilement chercher un bien. Alors, des personnes décident de trouver le bien avant de prendre ces décisions-là. Après, on peut décider de faire le contraire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu comment calculer sa capacité d'emprunt. Trouver le bien, ce sera la deuxième étape. Et ensuite, comment financer son bien. On va aussi étudier tout cela ensemble. Alors, pourquoi je vous parle de la capacité d'emprunt en amont de la recherche du bien? Pour une raison simple, c'est que même si on est un investisseur aguerri, il est vraiment nécessaire à chaque fois qu'on retourne sur un nouveau projet d'investissement locatif, de recalculer sa capacité d'emprunt de façon à voir quelle est l'enveloppe maximale d'acquisition, justement, qu'on pourrait avoir avec ou sans travaux en fonction de ce que vous aurez choisi comme stratégie. Il faut savoir que pour l'investissement locatif, notamment dans l'ancien, mais ça marche aussi dans le neuf, il y a énormément d'acquéreurs qui candidatent sur des biens qui sont rentables, forcément. Des biens très rentables, le taux de rentabilité peut varier en fonction de plein d'éléments, mais quand on trouve un bien rentable, en tout cas à première vue sur une annonce, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas les seuls à contacter l'agence immobilière. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de candidats, mais il y a finalement assez peu d'élus, puisque les agences sont devenues de plus en plus frileuses. On a beaucoup de personnes qui se portent acquéreurs. Derrière, il n'y a pas de financement possible, donc ça retarde le projet. Alors, bien évidemment, les personnes qui, effectivement, achètent sans emprunt, souvent, nous passent devant
bien que ce n'est pas une science exacte, il s'agit de se positionner assez rapidement, parfois d'avoir justement une capacité d'emprunt qui a été étudiée en amont, avec notamment, nous, c'est ce qu'on nous propose au Crédit Social des fonctionnaires, un visa acquéreur. Alors, un visa acquéreur, c'est une sorte de courrier qui est donc édité à la suite de l'étude de votre dossier dans le détail et où on indique dessus, monsieur et madame, en l'état actuel des choses, sont tout à fait finançables à hauteur de tel montant, ce qui vous permet d'avoir du coup l'enveloppe maximale que vous pouvez présenter à l'agence immobilière pour vous positionner avec un profil solide sur l'annonce qui vous intéresse. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette capacité d'emprunt en amont. Comme ça, vous avez des réponses claires et ça, les agences immobilières le sentent tout de suite. Plus le courrier, en règle générale, vous arrivez du coup à être crédible à leurs yeux. Voilà. Donc ensuite, on parle bien sûr, vous connaissez un peu les normes bancaires, on va revenir là-dessus. On parle souvent d'un taux d'endettement à 35%. On va partir du principe, surtout sur la thématique que l'on anime tous aujourd'hui, dans l'investissement immobilier, il n'y a pas, alors il y a des règles de base, bien évidemment. Vous vous doutez bien que si tous les points sont noirs, c'est compliqué de pouvoir financer derrière, mais ça dépend vraiment de votre profil, ça dépend de votre passif en termes d'investissement, ça dépend d'un certain nombre de critères que l'on va regarder ensemble. En tout cas, la première étape, c'est que vous avez votre visa acquéreur, votre stratégie fiscale et de structure. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez trouver votre bien. Donc, pour trouver un bien, il y a différentes possibilités. Je vous parle de certaines d'entre elles que vous connaissez, mais juste pour rentrer un peu dans le détail. Déjà, il y a les plateformes d'offres de logement que vous connaissez. Alors, les plus grandes, celles qui sont ouvertes au grand public, c'est en particulier Se Loger. On retrouve aussi bien ici, j'en oublie plein, Logikimo, etc. Je vous parle aussi de l'une d'entre elles qui n'est pas partenaire avec nous, mais qu'importe, je trouve qu'elle est vraiment très efficace. Il s'agit de Jinka, ça s'écrit Jinka. Et c'est une plateforme qui réunit plein d'autres plateformes. Et vous avez les plateformes principales, notamment Se Loger bien ici. Ça permet quand même de centraliser un peu les recherches et vraiment de vous accompagner pour être le plus réactif possible. Si vous recevez 10 notifications différentes de 10 applications, c'est difficile d'être réactif. Si c'est que d'une seule, c'est toujours un peu mieux. Donc, il y a Jinka. Dans les plateformes de logement, on a aussi lancé très récemment, et vous avez dû certainement entendre parler, c'est CSF Logement, une nouvelle plateforme lancée par le Crédit Social des fonctionnaires qui regroupe. Alors, la particularité de notre plateforme, c'est qu'on a aussi des bailleurs sociaux. Alors, on l'ignore, mais il y a certains acteurs immobiliers bailleurs qui proposent également des biens en investissement immobilier. Ils ne sont pas forcément inférieurs au prix du marché, mais parfois ils le sont. Et c'est surtout qu'ils ont une visibilité qui est amoindrie, ce qui fait que ça vous permet de vous positionner plus facilement parce qu'en fait, c'est très peu connu du grand public que certains bailleurs ouvrent aux investisseurs immobiliers. Ce n'est pas le cas de tous les programmes, hein. Attention, c'est des programmes très isolés, mais ces programmes-là, vous les avez du coup sur cette plateforme. Voilà pour ce qui est des plateformes immobilières. Ensuite, on a les chasseurs de logement. Alors, les chasseurs de logement, c'est finalement vous qui mandatez une personne qui va aller rechercher des biens pour vous dans le cadre d'un investissement. Donc, finalement, vous leur donnez un petit peu votre cahier des charges, c'est-à-dire tout ce qu'a dit Aurélie juste avant, les décisions que vous prenez, dans quel cadre vous investissez, quelle fiscalité vous avez choisi et quel bien vous recherchez, dans quel montant, puisque vous avez également l'enveloppe maximale. Et finalement, le chasseur va orienter sa recherche ainsi. Et comme souvent, ils sont très localisés, ils connaissent très bien les agences immobilières locales, ils connaissent un certain nombre de personnes. Et ça vous permet de vous positionner et surtout d'avoir parfois des programmes qui sont, excusez-moi, ça passe automatiquement, des programmes qui sont off-market. Ce qu'on appelle un programme off-market, c'est qui n'est pas visible du grand public, qui n'a pas encore été mis en ligne. Donc, vous pouvez vous positionner très rapidement dessus et surtout avant tout le monde. Ces chasseurs de logement ne sont pas gratuits. En règle générale, il faut compter, alors ça dépend vraiment des chasseurs, des structures qui proposent ce service, mais on est à peu près sur une équivalence des frais de notaire. Voilà, on est aux alentours de 8%. Et ensuite, on a le démarchage en direct des acteurs immobiliers. Donc, c'est soit vous qui allez voir les acteurs immobiliers aux alentours du lieu où vous souhaitez investir, qui n'est pas forcément à côté de votre lieu de résidence, ou alors vous pouvez aussi, si vous vous rapprochez du CSF, on a aussi des partenaires locaux. Donc, chaque agence du CSF partout en France a des partenaires locaux avec qui elle peut facilement vous mettre en lien. C'est plutôt pas mal de toute façon de se faire recommander en agence, que ce soit par le CSF ou quelqu'un d'autre, parce que ça permet de vous positionner aussi encore un peu mieux pour avoir des offres attractives et aussi, vous pouvez peut-être réussir à récupérer des offres off-market par vos propres moyens. Voilà pour ce qui est de la recherche de biens. Ensuite, il y a également les critères bancaires qui sont inhérents à l'investissement. En fait, il y a un tronc commun qui sont les critères relatifs à l'emprunteur. Et ensuite, il y a tous les critères qui sont relatifs au projet. Je vais les passer assez rapidement, mais de toute façon, toutes ces choses sont revues en rendez-vous vraiment dans le détail, hein. L'idée, c'est vraiment de vous donner
comment dire, toutes les clés pour pouvoir pour faire en sorte que le conseiller CSF puisse mettre en avant vos atouts auprès des interlocuteurs bancaires afin que votre dossier soit accepté dans les meilleures conditions. On est bien d'accord que de toute façon, quand on veut demander comment dire, le financement d'un prêt dans le cas d'un investissement locatif, on ne veut pas seulement avoir le prêt, ça bien sûr que c'est le Graal pour déclencher ensuite l'investissement, mais on veut aussi avoir des conditions. Par exemple, pouvoir comment dire, proposer un report des mensualités, qui vous permettra derrière d'engager de la trésorerie. Voilà, il y a différentes choses qu'on peut négocier qui n'est pas seulement que le taux, il y a aussi l'assurance emprunteur. Alors là, on peut un peu moins facilement négocier parce que ce sont des choses qui sont inhérentes à votre santé et d'autres critères. Mais voilà, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et c'est tout l'intérêt de pouvoir se reposer sur un conseil. Donc, très rapidement, les critères qui sont relatifs à vous en tant qu'emprunteur, tout d'abord, ce qui va être regardé, ça va être votre taux d'endettement. Voilà. Alors, on parlait de 35% tout à l'heure. Encore une fois, ce n'est pas un pourcentage qui est figé, c'est ce qui est pratiqué en règle générale, mais qui dépend aussi de beaucoup d'autres indicateurs. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez des crédits en cours, ça réduit d'autant votre capacité d'emprunt. Voilà. Ensuite, il y a également l'apport personnel. Plus il est important, plus vous maximisez les chances d'avoir un financement facile dans les conditions que vous souhaitez. Alors, ils aiment bien avoir 20-25% d'apport. Très sincèrement, aujourd'hui, un bon dossier, c'est un dossier qui a quand même 10% à minima d'apport qui permet du coup de couvrir tous les frais qui sont inhérents à l'emprunt. J'entends par là tout ce qui est frais de dossier, frais de notaire. Voilà, 10% d'apport, je pense que c'est un peu le minimum à envisager. Alors, je sais qu'il y a certains d'entre vous derrière qui nous écoutent qui souhaiteraient avoir un financement à 110%. Si la question est est-ce que c'est faisable, je pense que tout est possible, rien n'est impossible. Après, c'est beaucoup plus complexe dans le contexte actuel. Voilà, donc qui ne tente rien à rien, mais faites-vous appuyer surtout d'un conseil pour réussir à faire passer ce type de dossier sans aucune garantie derrière. Ensuite, il y a également la stabilité, la régularité de vos revenus qui est très regardée, bien évidemment. Il faut avoir une situation professionnelle qui est stable, un CDI, fonctionnaire, c'est plutôt apprécié. Donc, vous êtes en règle générale des profils qui sont appréciés par les banques. Les indépendants aussi, il n'y a aucun souci. Il faut juste avoir comment dire, des justificatifs de revenus réguliers. C'est ça qui est important. Et l'historique bancaire. Alors, l'historique bancaire, beaucoup nous disent, oui, moi, de toute façon, je n'ai jamais découvert, donc c'est assez facile pour faire accepter mon dossier. Alors, oui, ils vous demandent un passif entre 3 et 6 mois et souvent, ils vous demandent un relevé du mois de décembre de l'année précédente. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est que des fois, des mauvaises habitudes de gestion bancaire, c'est simplement le fait de jouer en ligne à des jeux d'argent très régulièrement. Ou d'avoir une utilisation de vos comptes qui donne de vous l'image d'un profil consumériste. Ce sont des choses qui aujourd'hui sont très minimisées parce qu'on n'a pas forcément conscience de ces habitudes que l'on a et qui sont pour autant notables et très regardées par les professionnels en matière de financement. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui, de toute façon, est irrévocable. Si vous avez notamment ce genre d'éléments sur vos comptes et vous êtes un peu inquiet, déjà, allez voir un professionnel et on vous répondra de savoir si effectivement ça peut être bloquant ou pas. Et si ça l'est, on s'organise pour créer justement au moins 3 mois qui soient vraiment propres et justement retravailler un peu votre crédibilité bancaire. Ensuite, il y a bien sûr la composition du foyer. Forcément, on regarde un peu vos charges, les enfants, les pensions éventuelles. Ce sont des choses qui sont étudiées. L'âge, l'horizon du remboursement, voilà, on ne va pas citer tous les critères, il y en a beaucoup. Je vais juste terminer sur les critères qui sont relatifs au projet, du coup, au projet d'investissement locatif. Bien évidemment qu'on va vous poser des questions. Alors, vous pouvez préparer un super PowerPoint pour montrer aux banquiers. On peut les mettre en pièce jointe si vous êtes accompagné par nous. Il n'y a aucun souci. Je pense que ce n'est pas forcément indispensable. Nous, on sait monter des dossiers qui ont du sens pour les banquiers. On sait exactement comment mettre en avant vos atouts. Quoi qu'il en soit, ce qui va être regardé, c'est bien sûr la rentabilité prévisionnelle, l'autofinancement de votre bien finalement. Donc, il faut que les mensualités d'emprunt, du coup, soient égales à vos loyers. Et si vous avez en plus derrière, les charges comprises, bien évidemment, et si vous avez en plus derrière un cash flow qui est important, alors le cash flow, c'est ce qui, une fois que vous avez payé toutes vos charges et vos remboursements d'emprunt, il peut vous rester du surplus. Et en règle générale, ça vous crée de la trésorerie. Ce cash flow-là peut être regardé. Donc ça, c'est important. En pratique, certaines banques retiennent souvent environ 70% des loyers estimés pour compenser les risques de vacances locatives et d'impayés. Pour rappel, les vacances locatives, c'est quand vous avez un locataire qui s'en va et vous mettez un petit peu de temps parfois à le remplacer.
Si ce n'est pas immédiat, il y a un moment où vous n'avez pas de paiement. Et vous avez aussi les impayés. Les impayés, Julien en a parlé, c'est un vrai sujet qui devient de plus en plus important. Donc, quand vous allez demander à votre banque, vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez, un très bon dossier. Vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y aura pas d'impayés, à moins d'avoir la boule de Madame Irma. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il existe une manière de vous protéger et Julien vous en parlera juste après. Et si vous montrez à la banque et que vous intégrez dans le dossier comment vous anticipez les choses là-dessus en montrant à qui vous allez faire appel, ça peut aussi venir renforcer votre dossier. Quand on parle d'investissement locatif, on défend vraiment un positionnement. Vous êtes comme des chefs d'entreprise qui venaient, même si c'est à titre personnel et que vous n'avez pas de société, en nom propre, je veux dire, vous venez défendre un projet, vous venez montrer que ce que vous souhaitez financer a du sens. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ce positionnement-là. C'est encore mieux quand vous êtes accompagné d'un professionnel, bien évidemment. Voilà. Ensuite, il va regarder la cohérence des prix d'achat, la zone géographique, voir si vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer et d'acheter quelque chose de très, très cher par rapport à une zone où le prix au mètre carré est très faible. Et bien sûr, il va regarder les loyers. Oui, les loyers, parce que vous pouvez vous indiquer les loyers que vous allez appliquer, mais derrière, c'est bien souvent d'avoir des attestations d'agence immobilière. Il y en a beaucoup qui vous le proposent. Ils vous donnent une attestation en vous disant que vous pourrez appliquer tel et tel loyer sur tel et tel secteur. Vous avez aussi des aides des fois des communes dans lesquelles vous allez acheter. Ça aussi, il faut l'adosser au dossier. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être regardées. Et enfin, ce qui va être aussi regardé, c'est bien sûr si vous achetez en nom propre ou en société. Si vous venez d'ouvrir votre structure et que c'est votre premier projet, c'est vrai que le regard peut être un peu différent. Voilà. Donc, déjà, le message, c'est, vous savez maintenant un peu tout ce qui va être regardé, les points de vigilance. Rapprochez-vous d'un conseil, regardez un peu quel est votre profil et ne partez pas du principe que vous pourrez ou vous ne pourrez pas. Attendez les réponses. Il faut toujours tenter sa chance. Voilà. Après le parcours, je pense que vous le connaissez assez bien et on en a déjà pas mal parlé. Vous estimez votre capacité d'emprunt, vous avez votre visa acquéreur, vous recherchez le bien. Vous avez ensuite la recherche de financement avec le CSF si vous le souhaitez. On vous accompagnera bien sûr dans le montage du dossier. C'est quand même l'acquisition, que ce soit en investissement ou que ce soit en finalement résidence principale, c'est toujours un moment un petit peu anxiogène. Et l'idée, c'est vraiment de se reposer sur des professionnels qui ont l'habitude et qui vont venir vous accompagner avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Et donc ensuite, vous recevez l'accord du prêteur, ça c'est la bonne nouvelle, et vous signez l'acte de vente. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour le financement. Pareil, je mets mon QR code et on vous envoie également le lien dans la conversation si vous souhaitez prendre rendez-vous directement. Il y a des conseillers partout en France qui peuvent vous recevoir sur place si vous appréciez être sur place, mais aussi à distance. Vous pouvez faire un premier rendez-vous avec eux et justement étudier un peu votre capacité d'emprunt ou même le financement si vous avez déjà un projet qui est en cours. Voilà, je vais laisser la place à Julien pour qu'il nous explique un peu comment sécuriser notre projet, du coup, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a acheté son bien et financé son bien, comment le sécuriser et finalement s'assurer une rentabilité derrière. Julien, je te laisse la parole. Très bien, merci. Donc effectivement, on a parlé de comment définir son projet, comment le structurer, comment l'optimiser, et tout ça pour que ça fonctionne, il faut que les loyers tombent tous les mois sur votre compte. On a parlé de financement, alors on a perdu l'écran, je crois, Ah, Émilie. pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu qu'on avait perdu l'écran. Pas de souci. Alors, donnez-moi un instant. Donc un Oui, exemple très concret, effectivement, hein. excusez-moi, je vous coupe. Il y a quelqu'un qui vient de partager son écran. Est-ce qu'il peut arrêter le partage? Merci beaucoup. Très bien. On parlait par exemple de financement. Tous les mois, hein, dans le cadre de votre investissement locatif, vous allez devoir payer un prêt. Pour que votre prêt, vous puissiez le payer, ce serait mieux que le loyer tombe bien. Donc, ce dont je vais vous parler moi, c'est pourquoi et comment choisir votre garantie locative. On a parlé au tout début du contexte économique. Il faut savoir que le marché locatif vous expose à des risques. Le premier risque, celui qui ressort en premier quand on parle à un propriétaire, c'est l'impayé. Le deuxième, on va dire le plus important à vos yeux, vous, propriétaires, c'est les dégradations. Le troisième, ça va être la complexité et la durée des procédures juridiques. Il faut savoir qu'en France, c'est une procédure juridique, ça peut durer selon les départements entre 12 et 24 mois, juste pour aller devant un juge, obtenir une décision de justice, qui ne sera pas forcément encore mise en place. Et il y a un nouveau risque qui a surgi ces derniers mois, je l'ai dit au tout début, ce sont les faux dossiers. Donc ça, c'est les risques qui existent sur ce marché. Rassurez-vous et n'ayez pas peur, il existe des solutions. Le but, ça va être de voir quelles garanties vous allez pouvoir mettre en place dans le cadre de votre investissement locatif pour vous protéger de ces risques. Alors, si on passe sur le slide suivant, j'ai essayé de vous chiffrer le risque lié à un impayé.
il faut avoir en tête qu'un impayé de loyer, ça peut durer longtemps. Donc en moyenne, je l'ai dit, c'est entre 12 et 24 mois pour avoir une décision de justice selon les départements. Une procédure juridique, ça coûte de l'argent. Il y a des frais d'huissier, il y a des frais d'avocat. De manière générale, sont souvent associés à des impayés de loyer des dégradations. Et donc, je vous ai mis un modèle sur un loyer moyen à 700 euros, ce qui est à peu près la moyenne constatée en France sur un investissement locatif. On peut estimer qu'un impayé de loyer au global va coûter sur 2 ans 25 000 euros à un propriétaire. Donc c'est vraiment un impact significatif qui va venir, bien évidemment, impacter votre effet de levier, votre cash flow positif, tous les mots qu'on a cités précédemment et qui viennent, j'allais dire, un peu ruiner finalement toute la stratégie que vous avez pu mettre en place. Voilà le contexte et maintenant, quelles sont les solutions? Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est prenez une garantie, quelle qu'elle soit. Il est inconcevable de nos jours de louer un bien sans prendre de garantie. Après, je vais vous expliquer dans les slides suivants laquelle choisir. Donc la plus connue, celle qui est la plus usitée en France, c'est la caution personnelle et solidaire. Dit autrement, c'est la caution de papa et maman. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on utilise de manière traditionnelle en France. On fait appel à un tiers, donc souvent quelqu'un de la famille du locataire, qui va devenir le garant, la caution du locataire. Le deuxième type de garantie, ce sont des garanties locataires. Donc ça, c'est assez nouveau. Ça existe depuis 7-8 ans, j'allais dire depuis que Cautioneo existe globalement. C'est une garantie qui va être prise par le locataire au bénéfice du propriétaire. Il y en a qui sont privés, comme Cautioneo, comme GarantMe, et il y en a qui sont publics, comme Visal, qui est le dispositif d'État. Dernière branche de garantie, ce sont les assurances loyers impayés. Cette fois, ce sont des garanties qui sont prises par le propriétaire, donc payées par le propriétaire, pour se protéger lui-même contre le risque d'impayé, encore une fois, et de dégradation. Donc voilà le triptyque, et on va vous expliquer dans les prochains slides les avantages et les inconvénients de chacune des garanties. Alors la garantie personnelle et solidaire, encore une fois, c'est la plus connue, j'ai envie de dire, mais c'est la moins couvrante. Par essence, on va reposer l'ensemble du risque sur une personne. Donc on peut tous comprendre que Monsieur Durand, forcément, est moins solvable qu'un assureur. Donc j'ai envie de dire, c'est la garantie la moins couvrante. Toutefois, c'est la plus facile à mettre en place et surtout, elle est gratuite. Elle va être gratuite pour le locataire et gratuite pour le propriétaire. Donc c'est l'avantage, c'est gratuit, mais est-ce que ça, c'est un avantage pour vous en tant que propriétaire? Peut-être pas au regard, encore une fois, des risques que j'ai pu exposer. Alors, les risques, ce serait quoi? Le premier, je l'ai dit, c'est le risque un peu de conflit familial. Quand un locataire ne paye pas, vous avez potentiellement le risque que son garant prenne parti pour le locataire et vous dise, moi, je suis d'accord avec mon fils, monsieur le propriétaire, vous n'avez pas fait les travaux ou je ne sais quoi, et donc, allons au tribunal. Et c'est un peu le troisième point, c'est que du coup, ça ne vous exonère pas, la garantie personnelle solidaire, de vous retrouver demain au tribunal. Et donc, il y a tout ce risque lié au délai de décision de justice. Un dernier point, c'est que dans une garantie personnelle solidaire, vous êtes seul décisionnaire, et donc ça va être à vous, en tant que particulier, donc pas forcément professionnel, de définir si oui ou non ce garant, c'est un garant de confiance. Est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'il ne présente pas un faux dossier? Est-ce qu'il n'est pas déjà garant pour 15 personnes? Etc. Donc il y a des risques qui sont associés et bien évidemment des avantages. Ça, c'est la caution personnelle et solidaire. Maintenant, on va parler de Visal, dispositif d'État qui a été mis en place donc, il y a quelques années, qui, lui, est sur un modèle assurantiel. Donc là, en l'occurrence, c'est l'État qui devient votre garant. Donc on a compris que déjà, ça pose des principes de précaution et de protection bien plus importants, encore une fois, que ce qu'on a vu précédemment. Là, ça va vous couvrir potentiellement jusqu'à 36 mois de loyer en cas de sinistre. Donc, vous voyez que c'est très important et ça va aussi vous accompagner sur l'ensemble des frais et de la procédure juridique. Donc, ce sont des très bonnes garanties. Ça va être un produit qui va être souscrit par le locataire. Donc, c'est le locataire qui va faire la démarche de s'inscrire et d'obtenir sa garantie. L'inconvénient, c'est que c'est sur un public assez restreint. Donc là, on parle aujourd'hui à un public qui est plutôt fonction publique. Si vous avez plus de 30 ans, vous n'êtes pas éligible à Visal, que vous soyez fonction publique ou pas, d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que si j'ai 31 ans et que je suis locataire et que je veux Visal, je ne suis pas éligible. Autre point, Visal, c'est plutôt une approche sociale de la location. Donc, il n'y a pas forcément de critères de revenus très poussés. Il n'y a pas forcément de certification très poussée du dossier locataire. Et un dernier point d'alerte, il y a des conditions assez strictes d'indemnisation. On voit beaucoup de propriétaires qui n'ont pas fait attention que sur Visal, il y a des délais très rigoureux à respecter et qui, le jour où ils veulent mettre en place la garantie,
ont dépassé les délais et perdent l'ensemble du bénéfice de cette garantie. Mais ça reste une garantie très très bonne pour vous couvrir, encore une fois, au regard de ce qui peut exister sur une caution personnelle et solidaire. Après, vous avez le même type de dispositifs qui sont des garants moraux privés avec des sociétés privées. Donc aujourd'hui, il y a deux acteurs principaux en France, Cautioneo, que je représente, et GarantMe. Donc nous, on est sur un modèle privé, hein, donc c'est bien un assureur qui va être derrière. Donc encore une fois, quelque chose de très couvrant par rapport à Monsieur Durand, le papa de votre locataire. L'avantage, c'est que là, cette fois, ça va s'adapter à tous les types de profils. Donc c'est un modèle plus ouvert, il n'y a pas de critères d'âge. J'ai vu des questions sur, par exemple, les DROM. C'est des garanties qui vont fonctionner voilà, de manière assez large. Ce qui va être intéressant pour vous en tant que propriétaire, c'est que vous allez avoir une certification du dossier locataire. Donc systématiquement, que ce soit cautionné ou garanti, vérifie que le dossier locataire est conforme, qu'il n'y a pas des faux documents, que le locataire est solvable, et ça va vous garantir jusqu'à 96 000 euros de garantie. D'accord? Et c'est indemnisé tous les mois, et il y a aussi une prise en charge des frais juridiques. L'inconvénient, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients, c'est qu'il va y avoir des frais qui vont être pris au locataire. Donc ça a un coût pour le locataire. C'est de l'ordre de 3,5 à 4% pour le locataire. Ok? Donc ça va se rajouter pour le locataire au prix de son loyer. D'accord? Donc ça, c'est pour le garant moral privé. Dernier type de garantie, donc c'est l'assurance loyer impayé. J'allais dire, c'est le modèle le plus ancien. C'est un modèle dans lequel le propriétaire va lui-même venir s'assurer contre les loyers impayés. Donc ça a un coût, cette fois, et qui sera à la charge du propriétaire. D'accord? Et il va bénéficier de quoi, le propriétaire, grâce à cette assurance? Encore une fois, d'une certification du dossier locataire. Donc ça, ce que j'appelle certification, c'est est-ce que c'est un vrai ou un faux document? Est-ce que le locataire est solvable? Et évidemment, est-ce qu'il répond aux critères de l'assurance? Ensuite, vous allez bénéficier de 96 000 euros à nouveau de garantie contre les loyers impayés. Ensuite, vous allez avoir la prise en charge des dégradations immobilières. Et aujourd'hui, seule l'assurance loyer impayé va vous couvrir sur cette typologie de dégradation. Donc, ce qu'on appelle dégradation immobilière, en fait, c'est les dégâts qui vont être causés au bien et qui vont venir de manière structurelle sur le bien. Donc, on n'est pas sur un trait sur un mur qui peut être pris en charge par le dépôt de garantie. Là, on a vraiment en tête les dégradations, j'allais dire profondes, qui peuvent être causées à un bien et dont on voit malheureusement des fois les photos sur les réseaux sociaux où on se dit, oh mon Dieu, quelle catastrophe pour le propriétaire, il va devoir enclencher des travaux très importants qui peuvent entraîner une vacance locative, etc. Donc là, on est bien sur cette typologie de garantie. Ok? Prise en charge des procédures juridiques et des frais juridiques. Donc ça veut dire que c'est l'assureur qui va s'occuper de mener le dossier, de trouver l'huissier et d'aller chercher l'avocat. Ok? Et dans ce type de garantie, vous bénéficiez d'une indemnisation mensuelle. Je l'ai dit, le crédit, c'est tous les mois. En l'occurrence, vous aurez donc l'indemnisation tous les mois. Donc voilà pour les différents types de garanties. Alors j'entends qu'on me rappelle le timing. Non, désolé, on faisait un point dessus justement. Ah, pardon. On a oublié de couper le micro, c'est nous. Donc nous, Cautioneo, comme je l'ai dit, on a deux types de garanties, celle pour les locataires et celle pour les propriétaires. Donc pour vous montrer en quelques mots ce qu'on fait, donc on va parler aujourd'hui de l'assurance loyer impayé. Donc je reprends ici les 4 points que je viens d'évoquer précédemment, donc les 4 piliers pour moi de la garantie, les loyers impayés, les dégradations, les procédures juridiques et bien sûr la certification du dossier locataire. Émilie a parlé des plateformes de location. Quand vous avez un locataire qui vient de Le Bon Coin, moi je peux vous dire aujourd'hui, parce que nous on traite plus de 500 dossiers par jour chez Cautioneo, on a aujourd'hui un dossier sur 3 où il y a des faux documents. C'est-à-dire on n'est plus sur quelque chose de marginal, ça devient une pratique courante. L'IA, ça a plein d'avantages dans nos métiers au quotidien, mais je peux vous dire aussi que ça crée des comportements, ça facilite parfois les mauvais comportements, et typiquement ce sont le cas des faux dossiers. Voilà pour cette partie-là. En termes de prix, donc aujourd'hui, une garantie loyer impayé, c'est pas très cher. Ça coûte 2,75% du loyer, charges comprises. Aurélie donnait un exemple tout à l'heure, on va être sur des primes qui sont entre 20 et 25 euros par mois, si on prend un modèle assez classique, ce qui est pas cher. Au regard, encore une fois, de tout ce que représente un investissement locatif et de tous les bénéfices que ça va vous apporter pour sécuriser votre projet. Donc c'est aujourd'hui un produit qui a beaucoup évolué, dont des prix sont raisonnables, avec des garanties qui ont vraiment, vraiment évolué dans le temps et qui vont vous sécuriser vraiment sur votre investissement locatif. Et Aurélie l'a évoqué un tout petit peu quand elle parlait de la comptabilité en LMNP. Typiquement, l'assurance loyer impayé, elle est déductible, elle rentre dans les charges déductibles, donc en plus, vous allez pouvoir faire des économies, entre guillemets,
sur le coût de l'assurance dans le cadre de votre comptabilité LMNP, par exemple. OK. Clairement, Voilà. quand vous payez 1 euro, ça vous en coûte 50 centimes, quoi. C'est dans une tranche marginale. Ça divise le coût par deux et ça permet de nous aider à faire le choix entre plusieurs candidatures parfois. Et surtout, ça nous permet de dormir plus sereinement. Ça, ce que tu évoques là, Aurélie, c'est exactement ce style-là, c'est la certification. Aujourd'hui, vraiment, vraiment, ça c'est un point qui est hyper important. Vous pouvez vous faire aider hein, par une agence immobilière hein, en passant, en déléguant en fait la gestion de votre bien. Donc ça a un coût, hein, c'est souvent autour de 8% par mois. Donc ça impacte grandement votre rentabilité. Mais c'est vraiment important de se faire aider, je pense, par des professionnels pour certifier un dossier. Donc quand vous prenez une assurance loyer impayé, vous avez une option qui est facultative, mais que moi je considère indispensable, c'est la certification du dossier locataire. Nous, chez Cautioneo, on a 196 points de contrôle. On utilise des outils qui sont les mêmes que les banques hein, aujourd'hui pour vérifier que le locataire n'a pas des faux documents, qu'il y a de s'assurer de la cohérence des informations entre ces documents, de vérifier qu'il n'a pas trafiqué sa fiche de paye, etc., etc. Et c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de faire votre choix, comme dit Aurélie, donc sur des critères financiers. Après, bien sûr, vous gardez la main pour les critères humains, mais faites-vous, en tout cas, vous avez la possibilité, avec les assurances loyers impayés, de vous faire aider dans la sélection du locataire. Et vraiment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que c'est un point qui est très important et qui est souvent très méconnu. Voilà, et ça coûte que 29 euros, donc je pense qu'encore une fois, ça fait partie des services qui sont quasiment indispensables. Voilà. Voilà pour cette partie-là. J'ai mis un dernier petit slide qui permet de boucler la boucle, j'ai envie de dire. On a fait tout à l'heure l'exemple hein, de qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de loyer. Et si vous vous souvenez, on avait 21 800 euros de perte côté propriétaire. Bah, si vous faites le même exercice en ayant souscrit une assurance loyer impayé, vous voyez, vous finissez votre bilan au bout de 2 ans avec plus 16 000 euros. Bah oui, vous avez eu votre loyer. Il a été versé tous les mois par l'assureur. Vous avez simplement l'impact de l'assurance loyer impayé qui coûte 486 euros. Donc vous voyez que quand vous faites le bilan, très clairement, le coût de l'assurance est négligeable au regard de ce qu'il va vous apporter. Et ça rejoint les sujets de couverture sur l'assurance emprunteur, sur l'assurance P&O. Enfin voilà, ne négligez pas ces sujets. Émilie en a parlé. Vous avez des experts à votre disposition au CSF. Vous avez des experts chez Cautioneo. Vous avez des experts chez Amaris. On est là pour tous vous accompagner et un bon choix va faire en sorte que vous ayez un succès à la fin de votre projet. Et on sait qu'un investissement locatif, souvent, c'est pour la retraite, c'est pour la transmission. Donc, c'est quand même des sujets qui sont très importants dans vos vies. Et donc, ne négligez pas, encore une fois, ces petites dépenses qui, à la fin, vont faire la différence. D'autant Donc, que on si a... vous êtes, excusez-moi, Vas-y. pardon, Julien, Vas-y. juste pour compléter, d'autant que si vous êtes primo-investisseur et même secondo-investisseur, c'est vrai si vous voulez, un projet qui est en réussite est un projet qui va vous rendre encore plus crédible pour un prochain sujet et ça crée finalement un effet boule de neige qui est favorable. Donc, c'est vraiment, il faut mettre autant d'énergie dans le succès du projet pour pouvoir en faire plein d'autres. C'est vraiment un point qui n'est pas à négliger et ce n'est pas forcément toujours le premier réflexe. C'est pour ça qu'on se permet vraiment d'insister sur la sécurisation de votre projet. Pardon, Julien. Pas de souci. Et oui, Chantal, on peut souscrire même si le locataire est en place. C'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais c'est une très bonne question. En fait, un loyer impayé, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est souvent deux fois sur trois, on dit un loyer impayé est lié à un accident de la vie. Et un accident de la vie, par définition, ça arrive n'importe quand. Et donc, ça peut être une perte d'emploi, un accident, un divorce, etc. Et ça va forcément impacter, donc, encore une fois, la stabilité de votre locataire et, in fine, ça va avoir des impacts sur votre rentabilité locative. Donc, il est possible de souscrire une assurance loyer impayé en cours de vie du bail, ce qui n'est pas le cas pour Visal, ce qui n'est pas le cas pour la caution personnelle, ce qui n'est pas le cas pour le garant privé, hein, comme Cautioneo, je l'ai dit, pour la partie garantie locataire. Seule l'assurance loyer impayé vous propose de couvrir un locataire en place. Dans ce cas-là, le critère, c'est juste que le locataire ait bien payé son loyer pendant les 6 derniers mois. Donc, vous voyez que ça reste des critères assez basiques pour pouvoir être éligible. Et donc, dans le cadre du e-salon, on a le plaisir de vous mettre à disposition un code promo qui est valable jusqu'au 27 février. Donc, ça vous laisse le temps de faire votre montage financier, de choisir l'option fiscale et de venir nous voir avant de choisir votre locataire.
Avec le code promo CSF Salon, voilà, n'hésitez pas à bénéficier de Exactement. ces offres-là aujourd'hui et toute la journée. Parlez-en à vos collègues. Alors, on a aussi Cautionnéo qui a un stand sur le e-salon. Tout à fait. Amarissimo qu'on a vu avec Aurélie et son intervention, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle directement à travers ce QR code. Julien pourra vous mettre en relation. On peut vous mettre en relation avec elle si vous n'avez pas noté le lien, il n'y a aucun souci. Vous l'aurez compris, on est 3 professionnels, on est là pour vous aider. Vous ne pouvez pas maîtriser l'ensemble des sujets et vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup d'étapes. Ce sont des sujets qui sont très complexes en matière de fiscalité, de sécurité, de financement. On ne peut pas s'improviser professionnel et expert en tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous appuyer sur des compétences. On est là pour vous, à votre disposition. Est-ce que, alors, pour les personnes voilà, qui n'ont plus le temps de faire les questions, on va juste en poser quand même une ou deux pour les personnes qui en ont posé dans le fil de la conversation. Cassandra, quelles sont les questions qu'on peut relever en cette fin de présentation? Alors du coup, bonjour à tous. Effectivement, il y a eu plusieurs questions, donc désolée, je sais qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions au vu du temps. J'avais une petite question, c'était une demande pour expliquer le cash flow. Alors, Ouais, vas-y, Aurélie, vas-y. non, pas de problème, je vois on ne sait pas qui doit répondre, mais C'est ça. la notion de cash flow, c'est tout simplement d'avoir des revenus locatifs qui sont supérieurs aux charges. Donc, si j'ai un prêt avec une échéance de 500 €, des frais de copropriété, d'assurance de 100 € et que j'ai un loyer de 1000, eh bien, je vais avoir 400 € de cash flow. Bon, dans la pratique, ça arrive peu, hein, mais surtout aujourd'hui avec le coût de l'immobilier qui est devenu très cher. Merci beaucoup Aurélie. Cassandra, est-ce qu'on a une autre question qu'on peut mettre en avant? Oui, c'était toujours justement sur le cash flow. C'est comment on fait pour trouver son bien, justement, avec le cash flow, justement. Alors, comment on fait pour trouver finalement un bien rentable? C'est ça que le sens de la question. Alors, on peut, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on peut s'appuyer sur un professionnel comme un chasseur immobilier, par exemple. Sincèrement, dans tout ce qu'on a vu, soit vous êtes déjà aguerri et vous avez quelques expériences, vous savez repérer, parce qu'il y a en fait des calculs de rentabilité qu'on peut faire assez simplement avec une calculette. Alors, vous tapez sur Google calcul de la rentabilité, hein, vous avez déjà des premières simulations que vous pouvez faire rapidement en regardant juste une annonce que vous voyez sur une plateforme immobilière. Après, la rentabilité brute et nette, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et c'est vrai que la rentabilité nette, vous pouvez la savoir que quand vous avez visité le logement, que vous avez vraiment l'intégralité des charges qui sont inhérentes à l'acquisition de ce logement-là. Donc, on le sait assez tardivement quand on est déjà assez bien engagé sur le projet. Donc, finalement, de s'appuyer sur un professionnel comme un chasseur immobilier, la rentabilité, ça peut permettre, en tout cas, vous, de pouvoir vous appuyer sur quelqu'un qui saura repérer des biens qui sont rentables et qui pourra les visiter et vous confirmer la rentabilité au moment de la visite. Peut-être qu'Aurélie ou Julien voulaient rajouter quelque chose là-dessus. Alors, ce que je peux juste dire, c'est que faites attention aux vendeurs de rêves de cash flow positif, parce que dans les méthodologies de calcul, certains vont pas forcément intégrer les charges. Voilà, pensez bien à intégrer, comme l'a très bien fait Aurélie dans son modèle un peu comptable, l'ensemble des charges relatives à votre bien. Parce que c'est sûr que si vous comptez pas la taxe foncière, si vous anticipez pas tous les 5 à 10 ans des travaux de réfection du bien, si vous intégrez pas les assurances type P&O, assurance loyer impayé, l'assurance du prêt, enfin, en gros, si vous ne prenez que le loyer, vous allez forcément avoir des rendements qui vont facialement apparaître à des niveaux très élevés. En tant que professionnel, moi, je peux que vous, encore une fois, vous dire, faites attention à ce qui paraît trop beau, voilà, ce qui est trop beau nécessite en tout cas d'être creusé. Et c'est un peu pareil pour les loyers impayés. On entend souvent que certaines villes ont des taux de rendement extrêmement importants. Bah, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand les taux de rendement sont très importants, souvent sont associés aussi des problématiques d'impayés de loyer ou de dégradation plus importantes. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir à prendre en compte. C'est-à-dire, c'est comme dans la banque, hein, la rentabilité est souvent liée au niveau du risque qu'on prend. Ne cherchez pas que le cash flow. On parle de projet quand même sur 15 à 20 ans d'investissement. On a parlé de transmission. Mais en tout cas, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est plutôt, voilà, ayez une approche quand même bon père de famille en vous disant, je choisis un projet dont je sais que je vais pouvoir en assurer la continuité dans le temps et c'est ce qui fera que pour moi le projet est réussi. Je ne sais pas si ce que tu partages mon avis, Aurélie, mais Oui, alors enfin, chez Amarissimo, on fait à peu près 15 000 simulations par an. Le cash flow positif, c'est quasi inexistant.
Quand c'est existant, ça veut dire qu'on est sur des territoires où la demande est moins importante. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas y aller, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça va être sur des territoires plus ruraux, ou alors quand on a véritablement du cash flow, c'est plutôt sur des opérations avec de la location saisonnière. Et là, c'est pas tout à fait le même modèle d'investissement, c'est parce qu'on a un investissement très actif. Il faut vraiment le gérer à l'annuité, c'est un autre métier. Enfin, c'est presque un Merci. métier. Merci à vous deux alors, on prend une dernière question, Cassandra, peut-être, et après, on arrêtera la conférence. Toute dernière question, si on a, bien sûr, Cassandra, on peut Oui, s'arrêter là et aussi. je pose l'une des dernières questions qui a été posée, pardon, c'est est-ce que Cautionnéo et Amaris sont-ils en place aux Antilles? Donc pour Oui. Cautionnéo, c'est oui. Pour Amaris aussi, aucun problème. Voilà, c'est parfait. Ben, on termine sur une touche très positive. Voilà, on peut vous accompagner partout où que vous soyez. On reste bien sûr à votre disposition, encore une fois, avec les liens qui s'affichent dans la conversation, et également avec les QR codes. Si certains collègues à vous n'ont pas pu se connecter à la conférence, sachez qu'il y a un lien replay qui sera communiqué soit vendredi, soit lundi à l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites. Et enfin, dernière information, on a toujours Cautionnéo qui a 2 stands, un pour la garantie locataire et un pour la garantie loyer impayé, que vous pouvez retrouver à 2 endroits différents sur le e-salon. N'hésitez pas à aller parler à des professionnels si vous avez des questions justement qu'on n'a pas pu traiter. Nos L'équipe experts de sont là. Cautionnéo est présente. Voilà, ils sont C'est là ça. pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller les voir ou alors tout simplement prendre rendez-vous directement avec le QR code ici. Merci 1000 fois à Aurélie aussi d'avoir été présente. On était vraiment heureux de vous avoir avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion de représenter encore des conférences ensemble. Je trouvais qu'on était très complémentaires dans nos expertises. Merci. Merci beaucoup pour cette Merci à invitation. tous. Ravie d'avoir pu partager notre expertise et au plaisir. Merci au CSF pour tout Avec ça. plaisir. Merci Bonne beaucoup. journée à Bonne tous. journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci messieurs, dames. à Merci à vous tous. tous. Au revoir. C'est terminé l'enregistrement, c'est bon.